Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous. Nous sommes le lundi 24 février et tout de suite, voici les principales informations que nous allons développer. Le ras-le-bol de la population de Moorea qui ne peut plus compter sur les transports en commun pour se déplacer. Les bus scolaires prennent en charge les élèves très tôt, trop tôt pour les parents. Le transporteur n'arrive pas à assurer correctement sa mission. Les chiffres sont alarmants. Il y a aujourd'hui près de 30 000 consommateurs d'ice au Fénois. De très jeunes enfants en ont même déjà pris. Le gouvernement a décidé de débloquer 250 millions de francs pour agir plus efficacement. Notre journaliste Rehe Nadjarian va nous détailler quelques chiffres et avec lui, nous ferons le point sur la consommation d'ice au Fénois. Les urgences du Taoné, constamment à flux tendu. La situation n'est pas nouvelle, mais d'après le chef de service, la majorité des patients qui se présentent choisissent cette option en premier, alors qu'elle devrait être la dernière. L'attente est en moyenne de 5 heures aux urgences. Ce n'est plus un secret, des dispositifs Starlink sont en usage en Polynésie alors que la réglementation l'interdit. L'inégalité d'accès au haut débit Internet est criante, particulièrement dans les îles éloignées. Ray Vavey a décidé d'interpeller les autorités. Le festival TVVO 5e édition, ça commence mercredi au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Un événement qui mêle cinéma, théâtre, réflexion et échange autour de plusieurs thèmes de société. Parmi ces sujets, il y a le langage. Un spectacle, Le Village des Sourds, sera proposé dès la première semaine du festival. Sa metteuse en scène, Catherine Chaube, est avec nous pour en parler. Merci d'être avec nous. À Moorea, quand on parle transport en commun, on parle forcément d'une grosse galère pour tous les usagers de l'île Sœur. Une grande partie de la population se plaint du service de transport scolaire, mais aussi du service régulier. Il y a un manque flagrant de moyens et cela pénalise les élèves et les personnes âgées particulièrement. En ligne de mire, la compagnie Warren Transport qui a repris ce service en début d'année dernière à la suite d'une consultation du pays. Heyar Itahiata, Sandroli. La colère monte à Moorea. Depuis quelques mois, le service de transport scolaire n'est plus assez efficace. Les parents d'élèves doivent s'adapter aux horaires de plus en plus matinaux, des conditions difficiles pour Repeta et son fils de 11 ans. Pour commencer à 7 h, donc ils sont déjà au bord de route à 5 h 30. Ouais. Parce qu'on les ramasse parfois à 6 h, même avant 6 h, pour être là-bas à 6 h 30. C'est quand même difficile parce que c'est juste là à l'école, je comprends. Dès qu'ils descendent sur Tahiti, donc ils sont obligés de se lever tôt comme les lycées. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur la scolarité des élèves. Des fois, tu as des élèves, je pense qu'ils doivent aller à pied pour aller à l'école. C'est le seul moyen pour eux. Et après, avec ça, ils ont beaucoup de retard. Et après, voilà, ça fait après un échec scolaire après pour eux, alors que ce n'est pas vraiment de leur faute, quoi. Et si le transport scolaire est en difficulté, le transport public ne se porte pas mieux. La population se sent oubliée car aucun bus ne passe dans la journée en dehors des heures de pointe. Moi, à 9 h, j'ai pas de bus. Quand j'ai envie d'aller au centre à Maharepa, je peux pas, il n'y a pas de bus. Soit je me tape la marche de Veillari à Maharepa, ou sinon je reste chez moi vu que je ne peux pas aller faire mes papiers, il n'y a pas de bus. Sur Moorea, le transport scolaire est géré par la société Warren Transport depuis janvier 2024. Mais avec seulement 11 bus contre 18 auparavant, difficile pour elle d'assurer aussi le transport public, une condition pourtant essentielle pour la commune de Moorea. Par rapport au transport scolaire, ça c'est le domaine du pays et le transport public c'est à la commune. Mais l'idéal c'est encore mieux pour pouvoir mieux assurer de faire les deux en même temps pour pouvoir assurer au niveau financement. Un appel d'offres a été lancé par le pays en octobre dernier. Une entreprise devrait alors bénéficier d'une nouvelle convention à la condition d'avoir des moyens suffisants pour assurer le service. Une réponse devrait être donnée le 12 mars prochain. C'est un problème de santé publique majeur et les autorités ont désormais des chiffres pour en prendre la pleine mesure. La consommation d'ice au Fénois est de plus en plus inquiétante. C'est ce que révèle l'étude commandée par le pays l'année dernière. La situation est tellement préoccupante que le gouvernement a décidé de débloquer 250 millions de francs pour lutter contre ce fléau. On fait le point avec vous, Rehe Nadjarian. Bonsoir. Vous avez réussi à vous procurer les chiffres de l'étude du pays et désormais on sait combien il y a de consommateurs d'ice au Fénois et il y en a beaucoup.
Effectivement, Marouki, en 2021, la Polynésie comptait plus de 10 000 consommateurs d'ice. 3 ans après, en 2024, ce chiffre a triplé, atteignant 30 000 consommateurs. Une progression fulgurante qui témoigne de l'ampleur du fléau. Est-ce qu'on connaît, Rehei, le profil de ces consommateurs d'ice? Eh bien, cette drogue touche toutes les couches de la société, elle ne choisit pas. Toutefois, elle concerne davantage les hommes de moins de 40 ans en situation professionnelle. Autre fait alarmant, le plus jeune consommateur d'ice recensé n'a que 8 ans. Une situation favorisée par une pratique vicieuse appelée la vente à la bouffée. Le dealer fait tester le produit aux consommateurs, souvent sans contrepartie, afin de le rendre dépendant. Une méthode qui se répand de plus en plus, notamment aux abords des écoles. Alors, récemment, Moetai Broderson a demandé des peines plus lourdes pour les trafiquants. Qu'est-ce qu'ils risquent aux yeux de la loi, ces trafiquants? Selon le code pénal, le trafic d'ice à petite échelle est puni de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 9 millions de francs, notamment si la transaction est effectuée auprès d'un mineur. Pour le trafic en bande organisée, c'est-à-dire de grande envergure, l'amende passe à 900 millions de francs et la peine de prison peut aller jusqu'à 30 ans, Marouki. Si l'on compare à l'échelle nationale, Rehei, est-ce que le trafic d'ice en Polynésie, la situation est préoccupante? Oui, Marouki, très préoccupant. En 2022, les saisies d'ice en Polynésie ont augmenté de 142% par rapport à 2021, représentant 10% des saisies de méthamphétamine au niveau national. Rien que l'année dernière, 27 kilos d'ice ont été interceptés grâce au travail des douanes françaises et américaines. 15 kilos ont été confisqués aux États-Unis et 12 kilos au Fénois. Pour finir, je vous rappelle ce fait important. Pour la première fois, en novembre dernier, 500 grammes de Blue Ice ont été découverts ici, au Fénois. C'est un type de méthamphétamine à la réputation plus dangereuse, Marouki. Merci beaucoup, Rehei Nadjarian. Et mercredi, en fin d'après-midi, une émission spéciale sera consacrée à l'ice sur nos réseaux sociaux. On ne met pas les patients qui ne sont pas graves et qui nécessitent de voir leur médecin traitant aux urgences. C'est le chef de service des urgences du Taonais qui le dit. Le personnel médical est sursollicité, souvent pour des problèmes non urgents. Résultat, l'attente est plus longue, 5 heures en moyenne. Il faut savoir qu'elle est de 24 heures en métropole. Ismaël Tahiata et Jérôme Lee ont voulu comprendre pourquoi ce service est constamment sous tension. Son passage aux urgences l'a marqué à tout jamais. Un sentiment entre colère et impuissance. J'ai été le récupérer au travail. Il a eu un malaise. Et en arrivant à l'urgence, on a dû attendre jusqu'à minuit. Pourquoi? Pour sortir avec un cachet, un Doliprane. Une attente interminable pointée du doigt. C'est lent, c'est une urgence. Quand tu viens pour une urgence, tu es pris en charge directement. Mais là, c'est plus une urgence. Tu viens, tu passes en 10 heures, alors qu'avant, c'était pas comme ça. Sur un an, on est venu 3 fois et c'est long quand même. Heureusement que vu sa prématurité, du coup, il est un peu plus prioritaire par rapport aux vraiment urgents, quoi. Il a parcouru 30 km pour emmener son père aux urgences. Il est très âgé et faible. Alain ne peut pas compter sur le SMUR. Bientôt, on va partir. Hein? L'ambulance, il ne va pas venir. Il faut appeler les docteurs. Hein? Alors ici, hein? C'est tourné pour déclarer si vraiment il est malade. Des équipes médicales en souffrance et une prise en charge des patients de nuit multipliée par 4. Ici, la procédure est respectée à la lettre. Dans les temps de prise en charge, en fait, il faut tout intégrer. Il y a d'abord, il faut le monde, puisque c'est effectivement le monde qui fait aussi l'attente. Ensuite, il faut intégrer les prises en charge médicales, paramédicales, une prise de sang, la durée des résultats, peut-être aller sur des examens complémentaires où il va falloir encore du temps pour avoir ces examens complémentaires. C'est pas on claque pas des doigts, on a l'examen tout de suite. C'est la priorité du CHPF, un projet d'établissement censé améliorer l'accueil des patients et de leurs accompagnateurs. Tels que par exemple leur offrir un meilleur confort pour l'attente avec des matériels tels que des chaises confortables, un accès à boire, à manger facilité pour les patients qui attendent et leurs familles.
Depuis décembre 2024, le CHPF a mis en place des bed managers. Objectif, libérer plus de lits et permettre aux patients des urgences d'être hospitalisés. En 2024, il y a eu 48 000 passages aux urgences, soit 1/5 de la population. Le débat sur l'utilisation ou non de Starlink en Polynésie est relancé et c'est un élu de la majorité Tavini qui remet le sujet sur la table. Bruno Flores, le maire de Reivavai, a reçu le gouvernement la semaine dernière à l'occasion du Conseil des ministres délocalisé. Gouvernement qui a pu profiter d'un réseau spécial OneWeb pour surfer plus confortablement sur Internet. Cela a interpellé la population qui se connecte péniblement alors que certains utilisent déjà Starlink et que le pays laisse faire. Nicolas Suir, Marcel Bonneau. Un récepteur connecté à un ou plusieurs boîtiers pour accéder à Internet en Wi-Fi. Cette connexion au réseau est possible grâce aux satellites. Une technologie proposée par Starlink, mais aussi par d'autres entreprises. OneWeb possède près de 650 satellites autour de la Terre. Le gouvernement de Moetai Broderson en avait fait le test lors de son conseil des ministres décentralisé à Reivavai. De quoi rendre le maire de l'île vert de jalousie. Ce dernier se plaint de son réseau satellite et menace de s'abonner à Starlink. La connexion, elle est lente, très lente. Donc on ne peut pas envoyer des pièces jointes, on ne peut pas recevoir des pièces jointes. Ça arrive, même pour un document pièce jointe, ça arrive 2 jours après. Non, c'est plus ça. Aujourd'hui, on est en 2025. Certains habitants, dans des îles non desservies par la fibre, reconnaissent, sous couvert de l'anonymat, s'être abonnés à Starlink. Malgré l'interdiction, le besoin d'être connecté à leurs enfants hors de Polynésie est trop fort. Avec les enfants, je les ai en visuel et en vocal, tu vois. C'est du direct, c'est vraiment du live, quoi. S'ils sont à côté de moi, je les vois et on sent mieux comment ils sont dans leur vie, quoi, dans leur vie de chaque jour. D'autres se contentent de leur connexion hertzienne correcte, comme le maire de Fatuhiva. Ce qu'on a actuellement, ça va. Et puis si on peut le faire mieux, pourquoi pas, non? Onati reconnaît la mauvaise qualité de la connexion satellitaire actuelle. Après des tests concluants, l'organisme de télécommunications prévoit de connecter les premières îles d'ici le mois de mai 2025. Au total, une trentaine d'îles sera connectée d'ici le 1er janvier 2027. Les 10 îles connectées au réseau hertzien le resteront. L'invité café demain sera Reimana Lalmont-Moué qui vient de prendre la tête de la Direction générale de l'économie numérique. Il viendra parler du séminaire Horizon du numérique prévu ce jeudi à la présidence. Le festival TVVO revient pour une 5e édition du 26 février au 16 mars au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Amateurs de cinéma, de théâtre, de réflexion, d'échange et de divertissement, pendant 3 semaines, le festival va proposer une programmation riche et variée avec 3 films, 3 spectacles et des débats pour approfondir les thématiques abordées. Il y aura le langage, le pouvoir ou encore la dépendance aux technologies, le progrès. Pour parler de ce festival, nous recevons Catherine Chaube, metteuse en scène du spectacle Le Village des Sourds. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce sera le premier spectacle de ce festival sur le thème du langage. Le Village des Sourds, c'est l'histoire d'une petite fille de 14 ans qui vit au pôle Nord et qui est sourde. Elle communique grâce à la langue des signes. Et il y a un élément déclencheur qui va perturber la vie de son village. Est-ce que vous pouvez nous faire la suite du pitch? Oui. C'est donc un village qui est un pays imaginaire qui se trouve près du pôle Nord et les gens sont très 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 proches de la nature, un peu comme ici, sauf qu'il y fait très froid. Et un jour, un marchand arrive sur la place du village et distribue des catalogues avec des objets qu'ils ne connaissent pas. Et comme ils n'ont pas d'argent, ils proposent d'acquérir ces objets contre des mots. Une fois qu'ils ont vendu leurs mots, ils ne peuvent plus les réutiliser. Et du coup, on pose la question de l'appauvrissement du langage. Justement, l'appauvrissement du langage, l'identité culturelle, qu'est-ce qui ressort derrière ce spectacle finalement, hein? Ce qui ressort, c'est que les mots sont nos trésors. Et donc, il faut les protéger, il faut s'en servir. Par exemple, dans ce pays imaginaire, ils ont un nombre incalculable de façons de décrire le blanc. Ils ont le blanc cru, le blanc squelette. Ils ont tout un tas de nuances
Ils ont 17 synonymes du mot joyeux. Et vraiment, ces deux personnages, parce qu'ils sont deux sur scène, il y a Ariana Suellen-Rivoire et Jérôme Kircher. Ces deux personnages racontent cette histoire, l'histoire de leur village, en deux langues, la langue des signes et la langue française, qui se mélangent. Donc c'est vraiment, ils créent une langue hybride à tous les deux pour essayer de conter cette histoire. C'est un conte familial, hein, donc on assiste à une veillée. Donc les enfants peuvent venir. C'est vraiment une sorte de tradition de l'oralité, comme ça. Et je pense que j'ai hâte de voir comment les Polynésiens vont percevoir ça, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'échos. Au niveau des récompenses prestigieuses au cinéma, on a les Césars. En France, il y a les Molières pour le théâtre. Et cette pièce, le texte de cette pièce a été récompensé, nommé Léonore Confino, qui est l'autrice. Qui est une autrice qui est assez connue en France et qui a été nommée plusieurs fois aux Molières, et dont pour ce texte-là. Alors, la forme du festival TVVO, j'aimerais avoir votre avis. Là, cette année, on a le langage, le pouvoir et le progrès. Ce sont les trois thèmes choisis. Projection de films, spectacle, débat. Qu'est-ce que vous pensez de la forme de ce festival? Je trouve ça absolument fabuleux, parce qu'en fait, ce qui est véhiculé par rapport à ça est véhiculé sous des formes différentes, mais avec quand même une thématique générale, l'envie de se poser des questions, de réfléchir ensemble. C'est vrai que le choix des spectacles, esthétiquement, le village des sources est très très beau dans la scénographie. Le plateau est enneigé, il y a un igloo. Donc on propose vraiment des univers. Avec le pouvoir, il y a une marionnette, c'est encore un autre univers, une autre esthétique. Donc c'est vraiment une façon de poser des questions tout en voyant des œuvres qui sont belles esthétiquement. Merci beaucoup, Catherine Schob. Je rappelle que vous êtes metteuse en scène du spectacle Le Village des Sourds. Il y aura 4 représentations, c'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Au Petit Théâtre dans le cadre du festival TVVO. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est un rendez-vous incontournable du terroir français. Le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce week-end à Paris et les 3 territoires du Pacifique sont présents. La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna forment le village du Pacifique, une mutualisation des moyens qui a permis d'attirer beaucoup plus de monde. Les détails avec Mathei Toutave. Au Salon international de l'agriculture, être visible n'est pas toujours facile. La concurrence y est rude, mais les territoires d'outre-mer sont très bien représentés. Au milieu d'entre eux, c'est au son des tohérés et des danses wallisiennes que le village du Pacifique a ouvert ses portes. Nous, on est réellement satisfaits du résultat, puisqu'on voit tout le monde fédère autour de cet environnement-là, avec un espace de spectacle, et ça, c'est vraiment l'idéal pour mettre en avant les cultures, les richesses du Pacifique, notamment des 3 territoires du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie a failli ne pas venir, vous savez, suite aux émeutes de mai 2024. Et puis la solidarité du Pacifique a déjà joué, puisque c'est grâce au soutien de nos collègues polynésiens, wallisiens, futuniens que nous avons pu faire ce déplacement. La Polynésie française est ici représentée par 26 producteurs. La vanille, le rhum ainsi que d'autres produits du Féninois y sont exposés. Mais au-delà des produits, c'est aussi l'occasion pour les chambres agricoles de travailler en réseau. En dehors de ce rassemblement, nous allons proposer, durant le début de cette semaine, nous allons nous rencontrer les 3 présidents justement pour exposer quels sont les projets communs que nous allons présenter devant le ministre de l'Agriculture, devant le ministre de l'Outre-mer. Le village du Pacifique proposera chaque jour un programme culturel au milieu des exposants de nos territoires. L'information principale de ce lundi 24 février. Il y a aujourd'hui près de 30 000 consommateurs d'ice au Féninois. De très jeunes enfants âgés de 8 ans en ont même déjà pris. La situation est tellement critique que le gouvernement a décidé de débloquer 250 millions de francs la semaine dernière pour agir plus efficacement. Reste à savoir comment sera utilisé cet argent, car ces dernières années, les politiques publiques pour lutter contre la consommation d'ice ont été inefficaces. À la une de Tahiti Info, demain, mardi, Moorea, un job dating victime de son succès. Sur vos écrans, juste après ce journal, 2 épisodes de votre série Meurtre au paradis, puis le documentaire Résister pour la paix sur le conflit israélo-palestinien et les espoirs des militants pacifistes des 2 nations. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.
On se quitte sur des images de l'exposition de Patricia Leroux à la galerie Winkler jusqu'au 4 mars. Passez une excellente soirée. À demain. En attendant, prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.